Est-ce que la péridurale est nécessaire aujourd'hui? Nous allons voir qu'elle est souvent utile, parfois salvatrice, mais en tout cas, elle n'est pas obligatoire. C'est avant tout la patiente qui choisit de prendre cette technique. Je me rappelle une patiente à qui j'ai fait la première péridurale pour son 14e enfant, et elle a dit si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Et pour son 15e, elle est arrivée en courant en disant vite, vite, je veux la péridurale. Donc c'était un exemple intéressant par rapport aux patientes qui ont eu les deux possibilités. Alors les avantages de la péridurale sont de deux types. Pour la patiente, c'est essentiellement l'analgésie, la diminution de la douleur par rapport au travail et pour l'accouchement. Mais c'est en fait le côté visible de l'iceberg, c'est-à-dire c'est un intérêt très important pour la patiente. Mais l'intérêt majeur de la péridurale au jour d'aujourd'hui sur le plan médical, c'est premièrement la notion d'assurance contre une éventuelle anesthésie générale. En effet, lorsqu'on accouche, pour des circonstances telles que césarienne en urgence, délivrance artificielle, forceps partie haute, révision utérine, quand le placenta une partie du placenta reste dans l'utérus, ces circonstances font qu'une anesthésie générale est nécessaire si la patiente n'est pas sous péridurale. Or, l'anesthésie générale de la femme enceinte font partie des anesthésies hautement à risque, pour des raisons simples, qui sont que l'estomac de la femme enceinte est un estomac plein, même si elle n'a pas mangé ni bu pendant 2-3 jours, son estomac est rempli de liquide gastrique acide, et sa faculté de vomir est aussi très importante. Donc l'anesthésie générale de la femme enceinte est une anesthésie dangereuse, et la péridurale a diminué ce risque énormément, puisque la patiente étant anesthésiée déjà, il n'est pas nécessaire de pratiquer une anesthésie générale. Autre avantage, la patiente étant déjà anesthésiée, l'obstétricien n'est pas obligé d'attendre pour faire un geste, puisqu'il peut intervenir tout de suite. Alors qu'auparavant, dans le passé, quand la patiente n'était pas sous péridurale, il était nécessaire de demander une anesthésie générale, donc à risque, et par exemple pour la délivrance artificielle, il était nécessaire d'attendre un délai de 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, il était licite de demander une anesthésie générale pour faire la délivrance artificielle, pour aller chercher le placenta. Or maintenant, il est possible de faire ce geste très rapidement, ce qui évite les complications, et notamment les hémorragies. Ce qui est intéressant, c'est au niveau du timing, parce que des patientes, par exemple, hésitent à avoir des péridurales, justement, pour pouvoir avoir le maximum de sensations. Il est intéressant de leur dire, à ce moment-là, que la péridurale doit être faite assez tôt, de manière à pouvoir éventuellement réinjecter des doses très faibles au moment de l'accouchement, puisque quand on réalise une péridurale, l'effet dure à peu près la première dose dure à peu près entre 1h30 et 2 heures, et on réinjecte toutes les 2 heures à peu près. Et on peut, au moment de la réinjection, si la péridurale a été faite à distance de l'accouchement, réinjecter des doses infimes, voire pas du tout de dose, ce qui fait que la patiente pourrait accoucher avec le maximum de sensations. Donc ce problème n'est plus un problème du tout. Autre inconvénient, c'est les complications éventuelles qui sont rarissimes. En 22 ans d'exercice, nous n'avons jamais eu d'accident. Et dans mon entourage d'anesthésique, je n'ai jamais entendu parler d'accidents graves, des séquelles. Donc les risques sont minimums. La mise en place de la péridurale, on a moins de sensations que pour une prise de sang ou une perfusion. On fait une anesthésie locale avec une toute petite aiguille, donc les sensations sont très très faibles. Par contre, on peut avoir peur du geste en lui-même, surtout pour les patientes qui ont eu des ponctions lombaires par exemple, qui sont un peu phobiques par rapport au fait d'être piquées dans le dos. Et ça, on peut trouver des méthodes très très facilement, donc je peux vous expliquer cette méthode. Donc par exemple, une patiente qui serait comme ça, très raide, qui a très peur d'être piquée, il faut qu'elle dise à l'anesthésie qu'elle ne prévienne pas quand on fait la piqûre, de ne pas être prévenue. Et puis envisager peut-être de fermer les yeux petit à petit et de se concentrer sur autre chose. Donc par exemple, se concentrer sur la respiration. Inspirer calmement, expirer, et à chaque expiration, bien relâcher les épaules, tranquillement, petit à petit, relâcher, petit à petit, à chaque expiration, tranquillement. Au départ, on peut être un peu raide, un peu crispé. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur autre chose. Donc l'émotion négative existe, la peur existe, ça n'a aucune importance, c'est la partie de votre histoire. Par contre, vous allez pouvoir vraiment échapper un peu à ces émotions négatives en vous concentrant sur la respiration. Il y a l'inspiration et l'expiration. L'expiration, c'est souffler. On dit d'ailleurs dans le langage courant qu'on aimerait bien souffler, profitez-en. Souffler, prolonger un peu cette expiration et associer cette expiration à un relâchement des épaules, complètement décontracté, complètement relâché, complètement détendu. Et au fur et à mesure que vous soufflez,
petit à petit, vous respirez et vous relâchez complètement le dos, de manière à vous mettre complètement relâché comme une poupée de chiffon, complètement détendu. Vous serez surprise de voir que l'expiration suivante, vous pouvez encore relâcher les muscles, complètement détendre, complètement. Et puis une fois que vous êtes complètement détendu dans la position de relâchement maximum, rien ne vous empêche d'aller rejoindre, d'abord d'avoir la sensation agréable de la position, la sensation de repos, et puis rien ne vous empêche d'aller rejoindre un paysage agréable ou un souvenir de vacances, ou un événement de votre vie qu'il est important de vous rappeler, que vous aimez vous rappeler avec plaisir. Ça peut être aussi un imaginaire positif, hein, imaginez avec vos enfants sur la plage, avec votre enfant dans 1 an sur la plage en train de jouer, ça peut être vraiment des choses positives. Le plus important, c'est qu'à tout moment, vous avez le droit de revenir à une émotion négative, une angoisse, une petite douleur qui réveille un peu des sensations désagréables. Ça n'a aucune importance. Vous revenez dans le réel, négatif, mais vous recommencez, vous dites non, ça ne m'intéresse pas. Vous recommencez et vous dites, je recommence à investir sur la respiration, le relâchement, et la détente, la sensation de position confortable et le souvenir agréable, tranquillement. Donc ça peut être un cycle, hein, une chaîne, le négatif, la concentration, la respiration, l'expiration, le relâchement, associé à l'expiration, à chaque expiration, à chaque fois que vous soufflez, vous relâchez, la sensation de position agréable, la détente, le souvenir agréable ou l'imaginaire positif, et le droit de revenir toujours dans le négatif. C'est une boucle. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, dans votre vie, vous arriverez de plus en plus souvent à rester dans le positif et à vous relâcher complètement, et les émotions vont fondre comme neige au soleil, tranquillement. Donc la notion d'apprentissage est importante. Petit à petit, dans votre vie, à force de répéter ces expériences, vous arriverez de plus en plus profondément à vous retrouver dans un état de relaxation, de détente, un état de conscience modifié, appelé état hypnotique par exemple. Et de plus en plus souvent, vous allez pouvoir arriver rapidement, profondément, et il faudra un stress de plus en plus important pour revenir à l'état initial. Donc un contrôle magnifique des émotions, entraînant une certaine fierté de soi-même, parce qu'un contrôle vraiment réel des émotions. On n'est jamais responsable de ces émotions, par contre on est responsable d'y rester, puisque par ces méthodes-là, on peut très facilement, il en existe des milliards d'autres, hein, d'autres méthodes, mais ce type-là est très facile à faire à l'hôpital et dans le contexte hospitalier. Les patientes qui sont préparées, qui ont déjà investi par exemple par des types de techniques de sophrologie ou d'auto-hypnose ou de gestion de stress, qui sont investies dans le traitement et la gestion de la douleur, il est peut-être intéressant d'accoucher sans péridurale pour ces patientes préparées sur le plan psychologique comme un cadeau entre guillemets offert au bébé, comme un investissement par rapport à la naissance. Et ce type d'exercice peut être intéressant et ce type d'esprit peut être intéressant par rapport à l'éducation ensuite, par rapport au goût de l'effort, par rapport au bébé. Donc ça c'est vraiment un argument qui est donné par certains, psychologues allemands notamment, et qui sont intéressants à noter. La douleur liée à l'accouchement est tout à fait variable, elle peut être tout à fait acceptable. Ça dépend énormément de la dilatation, de la manière dont se présente le bébé, de la disproportion éventuelle, mais souvent on arrive dans l'échelle de 0 à 10, on peut arriver à des échelles jusqu'à 9. 9 d'échelle, donc ça peut être très 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 insupportable. Il y a un argument ancien qui était dit, c'est de dire nos grands-mères ont bien accouché sans péridurale. Alors ça c'est une phrase qui est vraie, nos grands-mères ont accouché, mais il y a des grands-mères qui ont très mal accouché sans péridurale et qui ont même laissé leur peau, puisqu'elles ont fait des complications hypertensives, notamment liées à l'importance de la douleur. Donc cette phrase-là de dire « nos grands-mères ont bien accouché sans péridurale », non, elles n'ont pas bien accouché. Elles ont accouché, mais certaines ont laissé leur peau parce que justement elles ont eu trop mal et que ça a entraîné des accès hypertensifs et des complications majeures.